toutes et à tous et bienvenue pour la rentrée de 100% Paddock. Et aujourd'hui, notre équipe 100% en bloc va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis la pause estivale. Pour cette édition, on retrouve autour de la table des têtes que vous connaissez déjà bien. Très content de vous avoir les gars aujourd'hui. Et avant de passer aux chroniques de chacun, je vais vous faire un petit flash info. Donc pour commencer, on va partir au Japon puisque ce week-end, le circuit de Fuji a accueilli les voitures du WEC. Et pour nous Français, on a eu une très belle course grâce à de multiples interventions de la voiture de sécurité. C'est l'Alpine numéro 35 de Charles Milesi, Ferdinand Asbourg et Paul Louchatin qui s'est imposé devant la Peugeot numéro 9413 et la Porsche numéro 6. La semaine dernière, on a eu des bonnes nouvelles dans les catégories de promotion puisque nos deux Français ont re-signé en Formule 3. Théophile Naël a changé d'écurie et maintenant chez Campos. Alessandro Giusti a lui re-signé chez MP. En Formule 2, un prize money a été ajouté. Il récompensera les 5 premiers du classement général. Ils se diviseront 1 million d'euros. Il faut tout de même rappeler qu'une année de F2 coûte jusqu'à 2 millions d'euros. Ça paraît donc assez faible. Maintenant, en Formule 1, mauvaise nouvelle pour les fans de Spa et de Barcelone, car on a appris que les circuits fonctionneraient en intermittence à partir de 2027 jusqu'en 2031. Donc malheureusement, on ne retrouvera plus ces deux circuits sur le calendrier la même année. Et puis sur l'enfer vert du Nürburgring, 2 semaines seulement après avoir obtenu sa licence, Max Verstappen y a déjà gagné une course, et ce avec manière. Qualifié 3e dès le premier virage, il avait pris la première place, puis lui et son coéquipier ne l'auront jamais lâché jusqu'à la fin. Une énième performance qui montre vraiment le talent et l'étendue de ce pilote. Voilà, donc c'était tout pour ce petit flash info, et on va tout de suite partir avec toi Elise, qui va nous rappeler un petit peu les événements depuis la reprise, un peu avec les tops et les flops. Ouais, c'est ça. Donc, je vais commencer directement avec les belles surprises de cette deuxième partie de saison. C'est d'abord Racing Bulls et ses pilotes qui se surpassent, et d'autant plus depuis la reprise. À Zandvoort, le Français Isaac Adjar a signé une 3e place historique. Il devient le plus jeune Français en F1 à finir sur le podium. Son coéquipier Liam Lawson réalise lui aussi une belle performance en Azerbaïdjan avec une 5e place. Résultat, l'écurie grimpe à la 6e place du championnat constructeur devant Aston Martin. On va ensuite jeter un coup d'œil à Williams, qui eux aussi nous impressionnent par leur niveau. À Zandvoort, Alex Albon, parti 15e, remonte jusqu'à la 5e place. Ensuite, à Monza, les deux pilotes finissent dans les points, en finissant respectivement 7e et 10e. Et le week-end dernier, Carlos Sainz décroche un nouveau podium, le premier de Williams depuis Spa-Francorchamps en 2021. Au total, Williams engrange 31 points depuis la reprise et consolide une 5e place au championnat. Une remarquable prestation pour une écurie qui était l'une des pires les saisons précédentes. C'est vrai que depuis le début de deuxième partie de saison, les deux écuries, c'est impressionnant. Nolan, t'en as pensé quoi de ce petit podium de notre Français Isaac Adjar, qui, il faut le rappeler, est le plus jeune Français à avoir été sur un podium en Formule 1? C'est une grande fierté de voir ça quand même. Et puis en plus, il faut quand même rappeler que ça reste une équipe satellite et il a réussi à se défendre face à des voitures en théorie bien meilleures que la sienne. Donc franchement, ouais, chapeau, il mérite bien sa 3e place. Non, je suis bien d'accord là-dessus. Et on va continuer avec toi, Elise. Parlons un petit peu des flops là, depuis cette reprise. Ouais, et alors côté flop, Ferrari ne remonte toujours pas à la pente. En essai libre, surtout à Monza, Charles Leclerc semblait compétitif, mais en course, impossible de rivaliser avec les McLaren et les Red Bull. Meilleur résultat, une 4e place à domicile. Leclerc le disait lui-même, on n'avait pas grand-chose à faire de plus aujourd'hui. Et Hamilton, de son côté, il peine toujours à s'adapter à sa monoplace. Il remonte quelques positions en course, mais reste loin de ses standards. Et surtout, le double abandon aux Pays-Bas coûtait très cher à Ferrari. Ajouté à cela, le week-end à Bakou n'était pas non plus très positif. Les pilotes Ferrari ne se placent qu'à la 8e et 9e place. Ils ramènent tout de même 6 points à la course, un bilan qui pourrait sembler honorable. Mais en comparaison, les Mercedes qui terminent 4e et 2e, on montre que l'écart saute aux yeux. Les résultats paraissent décevants en comparaison. Et du coup, j'imagine qu'avec ces derniers résultats un petit peu décevants de Ferrari, ça a dû bouger un petit peu au championnat parce qu'ils étaient assez proches avec Mercedes, je crois bien. Ouais, c'est ça. Donc en 3 courses, Ferrari a malheureusement perdu sa 2e place au profit de Mercedes. Alors aujourd'hui, l'écurie allemande compte 290 points contre 286 pour Ferrari. Alors c'est un écart certes faible, mais qui illustre bel et bien les difficultés actuelles de l'écurie italienne. D'autant plus en sachant que lors des 3 dernières courses, l'écurie allemande a marqué quasiment le double des points de la Scuderia. Et enfin, du côté français, Pierre Gasly ne réalise pas non plus un retour de trait très convaincant. Alors son début de saison était déjà compliqué, mais ses performances ne s'améliorent pas, au contraire, elles empirent. Aucun point n'est marqué lors des 3 dernières courses, conclues aux 17e, 16e et 18e places. Son coéquipier Colin Pito ne fait guère mieux, une modeste 11e position à Zandvoort à la porte des points.
Alors Gasly le reconnaît lui-même ce manque de rythme. Interrogé par Canal+ à Bakou, il admettait c'est difficile, on n'a pas de vitesse, il y a des choses assez étranges sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. Alors une chose est sûre, cette course c'est encore long, rien n'est joué, il peut encore se passer aussi bien du très bon que du moins bon. Ouais, c'est vrai que là, Alpine, ces derniers Grands Prix, c'est quand même vachement compliqué. Bon, après, comme ils l'ont dit, ils ont arrêté de développer la voiture pour cette année pour se concentrer sur la nouvelle réglementation. Léo, tu penses que c'est quand même une bonne décision de la part d'Alpine? Bah, au vu de la saison, tant qu'à faire, il faut se projeter. Il y a les nouvelles réglementations. Ils misent tout sur ça, c'est un peu normal. Et l'an dernier, on se souvient que c'était une saison compliquée. Et à la toute fin, ils avaient fait le double podium au Brésil. Bon, ça m'étonnerait que ça arrive de nouveau, vu les performances. Mais c'est bien de se projeter vu la saison, tant qu'à faire, au lieu de s'enfoncer, voir plutôt l'avenir que cette fin de saison compliquée. Surtout qu'il faut rappeler qu'avec le système des points moderne, c'est quand même jamais arrivé qu'une écurie dernière au classement ait 19 points. Donc, alors oui, leur saison est mauvaise, mais ça montre quand même que le niveau est très proche entre les écuries. Puis maintenant, on va aller avec toi, Lisa, qui va nous parler d'une écurie qui continue à mal gérer un petit peu ses week-ends. Pourtant, ils sont premiers au championnat constructeur et championnat pilote. On a Oscar Piastri avec ses 324 points, suivi de proche par Norris avec ses 299 points. Et un Max Verstappen qui revient quand même un petit peu derrière avec 255 points. Et oui, sur le papier, la domination de McLaren, elle est nette, largement en tête au championnat constructeur. Personne ne les inquiète dans ce domaine-là. Par contre, du côté pilote, tu l'as dit, c'est plus compliqué. Sur les statistiques, McLaren a remporté 12 des 17 Grands Prix depuis le début de cette saison. Mais depuis la reprise estivale, même si ça l'était avant, il y a quand même beaucoup de problèmes. C'est moins fluide, c'est pas aussi lisse que ce qu'on aimerait. La dynamique entre Norris et Piastri, elle est assez serrée. Il n'y a pas grand-chose en termes d'écart de points. Pourtant, Piastri reste en tête avec 7 victoires face à 5 pour Lando Norris. Mais cette lutte, elle a déjà coûté cher aux pilotes de McLaren et à McLaren, puisqu'on se souvient du Grand Prix du Canada. À 3 tours de l'arrivée, Norris tente une attaque sur Piastri, irréalisable. On connaît la suite. Norris au tapis, perte de points précieux et envolée de chance pour le Britannique au championnat. C'est un accrochage que je vous cite parmi tant d'autres parce qu'on le sait, dès le début de la saison, la lutte elle avait déjà commencé. C'est Oscar Piastri qui était parti à la faute et on a du mal à gérer ça chez McLaren. Et puis Oscar Piastri jusque-là était d'ailleurs plutôt irréprochable, mais ça s'est pas passé comme prévu en Azerbaïdjan. Eh oui, crash en qualification, faux départ anti-stall enclenché. C'est le premier abandon de l'Australien après une série très impressionnante de 34 courses dans les points. De son côté, Norris, ça reste un des pilotes les plus rapides sur la piste. Et pourtant, il le dit beaucoup en interview, il lutte contre le comportement de la voiture. Une voiture qui est difficile à gérer, difficile à régler d'un week-end à l'autre. Résultat, il y a eu des hauts, il y a beaucoup de bas en ce moment. Et une frustration qui commence à naître parce qu'on le sait et on va revenir dessus. Derrière, c'est Red Bull et notamment Max Verstappen qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et c'est vrai que la MCL 39 est une voiture redoutable, mais aussi extrêmement sensible. Ajoutez à ça l'absence d'un vrai leader, d'un vrai numéro 1 chez McLaren. Ça n'a pas été dit, on n'a pas dit c'est un tel qui va jouer le titre. Il y a des actions qui laissent penser que peut-être il y a un favori, mais rien n'est dit, on ne peut pas affirmer. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui McLaren a les cartes en main pour faire ce doublé historique en plus du constructeur, mais pour transformer cette domination en titre, il va falloir gérer les égos, il va falloir remettre les rôles à leur place, de qui fait quoi pour protéger ses points face à un Max Verstappen qui est plus qu'agressif et qui veut jouer ce championnat, car si l'équipe elle laisse encore ces deux pilotes se toucher et détruire des voitures, en plus d'avoir un problème de voiture et de budget, on va avoir, et on l'a déjà, un vrai problème de gestion humaine. Et au final, c'est peut-être le plus grand défi de McLaren cette saison, essayer de ne pas perdre un titre qu'ils ont pourtant déjà en main. Et vous en pensez quoi un petit peu de ces erreurs quand même assez grotesques pour une écurie qui est quand même historique en Formule 1, qui a gagné multiples fois quand même les championnats du monde. Elise, t'en penses quoi toi? C'est vrai que ça part d'une certaine façon, d'une bonne manière de ne pas vouloir favoriser un pilote à l'autre, mais c'est vrai que du coup, comme l'a dit Lisa, il y a quelqu'un qui arrive derrière et ça risque de faire encore plus mal, quoi. Surtout qu'ils sont vraiment pas loin du titre. Donc voilà. Pour le spectacle, c'est bien, mais côté stratégie, c'est zéro. Tu as la meilleure voiture, tu te dois de gagner. Bon, là, ils sont 1 et 2, mais Verstappen, il revient. Nolan va en parler, mais c'est quand même un bon pilote. Et on l'a vu les 4 dernières saisons. Il va pas sauter sur des occasions, quoi. Justement, on va aller là-dessus avec toi, Nolan.
parce que en restant en F1, il y a quand même un pilote qui se rapproche un petit peu dangereusement. Il peut peut-être se passer quelque chose au championnat. Dis-nous un peu plus de ça, s'il te plaît. Mais ouais, il y a quelqu'un qui commence à klaxonner derrière des McLaren qui semblaient tout bonnement intouchables jusqu'ici. Et ce quelqu'un, c'est Max Verstappen. Le chiffre marquant, c'est 68, comme le nombre de points qu'il a inscrit depuis le retour de la trêve. C'est 44 de plus que Lando Norris, son plus proche devancier, mais c'est aussi 28 de plus qu'Oscar Piastri, actuel leader du championnat. Alors là, les fans de McLaren, ça doit être un petit peu la panique chez eux, mais en réalité, on va relativiser parce qu'il reste 7 grands prix. Verstappen est quand même à 69 points de Piastri, donc il y a quand même un petit matelas sur lequel l'Australien peut se reposer, d'autant que la Red Bull, certes, a progressé, mais elle n'a pas fondamentalement changé, ça reste la RB21, c'est pas une nouvelle voiture, donc malgré cet élan positif, McLaren peut calmer le jeu dès le week-end prochain, surtout que c'est quoi le prochain circuit, j'ai oublié. Singapour, voilà, c'est pas un circuit qui historiquement réussit énormément à la Red Bull. Non, c'est sûr, mais il y a eu quand même des gros changements un petit peu sur la Red Bull ces derniers temps. Oui, voilà, on peut expliquer ces progrès de la Red Bull déjà d'un point de vue philosophique, on va dire, dans l'approche des week-ends. À l'époque, quand Red Bull réglait la RB21, c'était surtout en se basant sur des statistiques, et même que sur des statistiques. Alors que maintenant, depuis l'arrivée de Laurent Mekies, ça a un petit peu changé. Maintenant, on se base beaucoup plus sur le ressenti des pilotes. Et je pense que le meilleur exemple pour montrer que ça a fonctionné, c'est Monza, puisque Max Verstappen en fait, demandait des réglages totalement opposés à ce qu'auraient fait les mécaniciens. Alors, la parole du pilote a primé. Et résultat, ça a été grand chelem pour le Hollandais. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, l'autre amélioration qui semble faire la différence ces derniers temps, c'est quand même le nouveau fond plat qu'a amené Red Bull. Alors, ils l'ont amené à Spa déjà. Alors là, on n'avait pas trop pu voir les bienfaits de cette amélioration, puisqu'ils avaient été pénalisés par leur aileron un peu trop chargé en aérodynamique. Il manquait énormément de vitesse de pointe notamment. À Zandvoort, là, Max Verstappen l'a dit, sur les circuits avec beaucoup d'aéro, c'est compliqué pour la Red Bull. Donc il n'a pas réussi à attaquer les McLaren. Par contre, là, depuis Monza, Red Bull a amené des évolutions à ce nouveau fond plat. Donc ça, plus les réglages, voilà, ça a fait mouche. Verstappen a fait le grand chelem. Mais en plus de ça, il faut quand même voir la manière avec laquelle il a dominé le week-end, parce que c'était record du tour après tour. Il se battait lui-même. Il était dans une autre galaxie. On était de retour à Verstappen 2023. Non, puis surtout, il faut rappeler qu'il a battu 2 records, donc tour de qualification le plus rapide de l'histoire. Exactement. Et Grand Prix le plus rapide de l'histoire en moyenne de vitesse. C'est quand même assez exceptionnel. Mais comme tu l'as dit, donc Singapour, c'est pas trop à son avantage à cause de la Red Bull qui a jamais été trop performante là-bas. Mais il y a d'autres circuits qui pourraient lui déranger là sur la fin de saison. Prochainement, il y a un autre circuit qui pourrait le mettre en difficulté, c'est Las Vegas. Verstappen l'a dit lui-même, les circuits urbains avec des virages lents, la RB21, elle n'aime pas trop ça. Sinon, hormis cela, ça devrait aller. Il y a des circuits aussi où il y a des séries de virages qui ne se ressemblent pas trop, et ça, la Red Bull n'aime pas vraiment non plus à cause des problèmes d'équilibre. Et justement, ce nouveau fond plat, là aussi, selon Helmut Marko, en tout cas, d'un point de vue équilibre, il amène beaucoup de bénéfices. Donc, peut-être que là aussi, ça pourrait aider Verstappen à aller se battre contre les McLaren. Et puis c'est peut-être prendre le problème dans le mauvais sens aussi, puisqu'on en a parlé, mais McLaren est quand même en ce moment en grande difficulté en ce qui concerne la gestion des week-ends. On sent que la pression commence à monter dans les déclarations de McLaren, alors que de l'autre côté, c'est peut-être la pire des choses, mais Verstappen, en fait, il n'a pas du tout de pression. Il a dit encore à la presse lors du dernier Grand Prix, pour lui, les chances de titre, elles sont toujours inexistantes. Donc il ne se met pas du tout la pression. Et un Verstappen sans pression et qui retrouve du feeling et de la confiance avec la Red Bull, on sait que ça peut faire très mal, que ça peut être très difficile à arrêter. Alors certes, Piastri a quand même une avance encore, on va dire, conséquente, 69 points pour 7 Grands Prix, mais il y a quand même encore un dernier avantage qu'on pourrait accorder à Verstappen, c'est que lui, il s'est déjà retrouvé dans une lutte à haute tension pour un titre de champion du monde, ce qui n'est pas trop le cas pour Oscar Piastri. C'est clair qu'il a une expérience qui est bien supérieure à ses 2 pilotes rivales cette saison. Toi, tu penses qu'il va être capable de le faire, cette remontée assez exceptionnelle ? C'est un peu tôt pour le dire. Après, on peut certes y croire. Ça reste Max Verstappen. On sait comment il est. Il est techniquement très bon, très agressif dans sa conduite. Il sait ce qu'il fait. Ça fait des années qu'il est là. Comparé à un Oscar Piastri qui, lui, fait quand même... Ça reste ses premières saisons en Formule 1. Être déjà là, c'est beau. Mais il va falloir tenir la pression, même si on sait l'Australien est très froid et sait gérer ces situations.
Mais voilà, je ne serais pas surprise de voir Max Verstappen remonter, même si la voiture n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'il attendait. Ça reste Verstappen au volant et on sait très bien ce que ça donne. C'est ça, c'est malheureusement un peu Super Max peut-être qui est de retour. Ouais. Alors peut-être que l'hymne officiel de la F1 sera de retour d'ici les prochains Grands Prix. On verra ça. Mais là, on va partir avec toi, Léo, parler d'un champion, le retour d'un grand champion, pas en monoplace. Léo, dis-nous tout là-dessus. Et c'était un week-end difficile pour tous les fans du Docteur de Valentino Rossi parce que la légende italienne s'est fait ce week-end rattraper par un Espagnol, Marc Marquez. Ça fait mal. Grâce à ses 2 deuxièmes places au Japon, l'Espagnol est officiellement sacré champion du monde, son frère Alex n'ayant pu accrocher que la 10e place en sprint et la 6e au Grand Prix. Malgré son titre, Marquez n'est quand même pas le pilote du week-end. Bizarre, mais parce qu'il y a un géant endormi qui s'est réveillé, le double champion du monde, Francesco Bagnaia. L'Italien a tout raflé, pole position, victoire en sprint et au Grand Prix. Même si pendant la course principale, on a eu peur pour lui, peur que le destin s'acharne encore contre lui, le pauvre. Il y a la fumée qui est sortie de sa moto, de son pot d'échappement. Il a pu quand même finir la course finalement et empocher sa 2e victoire dans la saison. Sa domination sur ce week-end peut s'expliquer par 2 changements sur sa Ducati. Le retour de la fourche et du bras oscillant de sa moto de l'année dernière, de 2024. Pendant les derniers tests à Misano, c'était la semaine dernière. Un ajustement que Bagnaia a réclamé depuis de nombreux mois et que Ducati a refusé. Ils ont enfin accepté, un peu tard je pense. Et du coup ça lui a permis d'écraser la concurrence au week-end. Et il y a un réveil un peu tardif quand même d'après Francesco Bagnaia, parce que bon, de l'autre côté du garage, ça fêtait déjà le 7e titre et ça attendait ça depuis quelques temps. Hier, Marc Marquez finit 2e, mais champion du monde. Et pour la 9e fois, toutes catégories confondues, après ses titres en Moto 2 et 125. Il est maintenant l'égal de Rossi au nombre de titres. Il avait déjà dépassé au nombre de pole positions il y a un moment. Au vu de la saison en cours, Marquez le dépassera sûrement un jour en nombre de victoires. Et il a déjà, alors que Martin avait pris une avance considérable, il a maintenant le nombre de victoires en sprint. Il a déjà le record, alors que c'est une folie. Juste avec cette saison-là, il est déjà devant tout le monde. C'est un retour fou. Après 6 ans, son dernier titre, c'était en 2019. C'est un record de venir regagner après autant d'années. À l'époque, c'est Stoner qui détenait le record. Après son titre en 2007, il avait attendu 2 millions pour gagner de nouveau, cette fois-ci avec la Honda. Pour certains, Marc Marquez a réalisé ce week-end le plus grand comeback de l'histoire du sport. Et c'est pas peu dire, mais c'est un peu vrai. Il est vrai que le désormais non-nup champion du monde s'est relevé de tant de désillusions après les blessures, les opérations et les doutes. Le départ de Honda, Gresini puis Ducati officiel cette année, sa saison est une démonstration. À la mi-septembre, il avait déjà établi le record du nombre de points en une année. Marc Marquez est titré 6 Grands Prix avant la fin. Il a déjà en 2025 à son compteur 10 pole positions, 11 victoires en Grand Prix et 14 succès en sprint. Sur 17 Grands Prix, c'est n'importe quoi, c'est du jamais vu. Je ne vais pas évoquer les meilleurs tours et autres podiums, sinon ma chronique finirait à 19h. Donc, en tout cas, Marc Marquez réalise l'une des plus grandes saisons de l'histoire des sports méca. Il est à la fois le plus jeune champion du monde et maintenant le plus vieux. L'Espagnol a tout gagné, tout dominé. Cette année, personne n'a pu l'inquiéter. C'était un combat contre lui-même qu'il a remporté. Le King a retrouvé sa couronne et ça me fait mal de le dire. Il a peut-être volé au passage celle de Ross et peut-être c'est le GOAT maintenant. Voilà. Très content de te voir admettre ça quand même, en direct sur Twitch. C'est pas admettre, je pose la oui. question. Mais Nolan, t'en penses quoi un petit peu de ça? Parce que il a dit en interview, j'ai l'impression d'avoir enfin retrouvé la paix en moi. Ces années de bataille, ces années d'opération, on rappelle qu'en 2019 à Jerez, il avait complètement fracturé son bras. Il avait essayé de revenir seulement une semaine après, mais c'était l'une des pires décisions de sa carrière. C'était bien conscience. Et t'en penses quoi, ce retour à ce niveau comme ça cette saison? J'ai trouvé cette phrase très forte justement, le fait qu'il soit en paix avec lui-même. Il a pris tous les risques, comme Léo a dit, il a pris tous les risques. La 4e opération à son bras, qui date de 2022 maintenant, c'était celle de la dernière chance, mais il est passé plus très loin de ne plus du tout avoir l'usage de son bras. Il a tout mis justement sur ses chances de retour au sommet parce qu'il voulait se prouver qu'il était à nouveau compétitif. Et là, c'est même plus qu'un titre de champion du monde. Il a écrasé la concurrence. Ça en vaut 2 quasiment. Ouais, ça en vaut 2. Surtout quand tu as 14 victoires en sprint, 11 en course principale et que ton coéquipier n'en a que 2. Et surtout que la sprint, c'est un format qu'il connaissait pas très bien, puisque lui, c'est plutôt un pilote de l'ancienne génération, on va dire. La sprint, elle est apparue en 2022, il me semble. 2022, c'est ça. 2022 au calendrier. Donc voilà,
On sait que ça met en difficulté certains pilotes comme Bagnaia qui se prennent un réservoir plus léger notamment. Lui, bon, il a pas trop fait la différence, quoi. Donc statistiquement, c'est fou. En termes de contexte, c'est fou. Et historiquement, bon, voilà, c'est peut-être le plus grand titre de l'histoire et le plus grand comeback de l'histoire du sport. Ah, puis quand même pour dire à quel point ça a été dur pour lui, entre 2019 et 2025, il a fait 108 chutes en MotoGP. Donc plus que n'importe qui. Ça, plus que n'importe qui. Une où il a parcouru plus de 25 mètres en l'air au-dessus de sa moto à plus de 3 mètres de hauteur, qui est sûrement l'une des chutes les plus impressionnantes de l'histoire du MotoGP. Donc non, le voir retrouver ce niveau-là, c'est exceptionnel. C'est beau. Ça a fait d'ailleurs plaisir énormément à ses fans. On a vu d'ailleurs sur les réseaux, assez fou le retour du King, etc. Donc non, c'est beau de revoir un pilote à ce niveau-là. On peut qu'espérer qu'il aille maintenant essayer d'égaler Agostini. Avec les 8 titres. Avec les 8 titres en catégorie Rennes. Donc, il est bien parti pour, en tout cas. Il est bien parti pour, et comme l'a dit Quartararo en interview d'après-course, moi je pense qu'il va refaire la même chose l'année prochaine. Il a 32 ans en plus. Il a 32 ans, ça serait fou de regagner encore, donc espérons pour lui. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir regardé notre émission de rentrée, et surtout à nos 4 chroniqueurs, et Luc derrière la caméra, à la régie. Nous on se retrouve le week-end prochain pour le débrief du Grand Prix de Singapour. Donc l'équipe ne sera sûrement pas la même, mais espérons que Verstappen fasse quelque chose de beau pour peut-être espérer aller chercher les McLaren en fin de saison. Merci à vous, au revoir et bonne soirée. Thank you.